La République de Platon, livre quatrième, suite. Soit, repris-je, maintenant, si nous disions que nous avons trouvé ce qu'est l'homme juste, ou la cité juste, et en quoi consiste la justice dans l'un et dans l'autre, nous ne passerions pas, je pense, pour nous tromper beaucoup. Non, certes. Disons-le donc, disons-le. Bien. Après cela, il faut, je crois, examiner l'injustice. Évidemment. Or, peut-elle être autre chose qu'une sorte de sédition entre les trois éléments de l'âme, une confusion, une usurpation de leurs tâches respectives, la révolte d'une partie contre le tout pour se donner une autorité à laquelle elle n'a point droit, parce que sa nature la destine à subir une servitude qui ne doit point subir ce qui est de race royale? C'est de là, dirons-nous, de ce trouble et de ce désordre que naissent l'injustice, l'incontinence, la lâcheté, l'ignorance et tous les vices, en un mot. Certainement. Mais, poursuivis-je, puisque nous connaissons la nature de l'injustice et de la justice, nous voyons déjà clairement en quoi consiste l'action injuste et l'action juste. Comment donc? Elles ne diffèrent point, répondis-je, des choses saines et des choses malsaines. Ce que ces dernières sont pour le corps, elles le sont pour l'âme. De quelle façon? Les choses saines engendrent la santé et les malsaines la maladie. Oui. De même, les actions justes n'engendrent-elles pas la justice et les injustes l'injustice? Si, nécessairement. Or, engendrer la santé, c'est établir selon la nature les rapports de domination et de sujétion entre les divers éléments du corps. Engendrer la maladie, c'est leur permettre de gouverner ou d'être gouvernés l'un par l'autre contre nature. C'est cela. Donc, engendrer la justice, n'est-ce pas établir selon la nature les rapports de domination et de sujétion entre les différents éléments de l'âme? Et engendrer l'injustice, n'est-ce pas leur permettre de gouverner ou d'être gouvernés l'un par l'autre contre nature? Sans doute. Par suite, la vertu, elle se semble santé, beauté, bonne disposition de l'âme, et le vice, maladie, laideur et faiblesse. Il en est ainsi. Mais les belles actions ne portent-elles pas à l'acquisition de la vertu, et les honteuses à celle du vice? Il y a nécessité. Nous n'avons plus maintenant qu'à examiner s'il est profitable d'agir justement, de s'appliquer à ce qui est honnête et d'être juste, fût-on ou non connu pour tel, ou de commettre l'injustice et d'être injuste, ne fût-on pas puni et ne devint-on pas meilleur par le châtiment? Mais, Socrate, observa-t-il, cet examen me semble désormais ridicule, car si la vie paraît insupportable, quand la constitution du corps est ruinée, même avec tous les plaisirs de la table, avec toute la richesse et toutes les puissances possibles, à plus forte raison l'est-elle quand son principe se trouve altéré et corrompu, eût-on le pouvoir de tout faire à son gré, excepté d'échapper au vice et à l'injustice, et d'acquérir la justice et la vertu. J'entends, si ces choses sont telles que nous les avons décrites. En effet, cet examen serait ridicule, avouai-je. Cependant, puisque nous avons atteint un point d'où nous pouvons discerner avec la plus grande clarté que telle est la vérité, nous ne devons pas faiblir. Non, par Zeus, dit-il, nous ne devons pas faiblir le moins du monde. Approche donc, repris-je, pour voir sous combien de formes se présente le vice, celle du moins qui, selon moi, mérite d'appeler l'attention. Je te suis, montre-les. Eh bien, à voir les choses de l'observatoire où nous sommes, puisque c'est ici que la discussion nous a conduits, il me semble que la forme de la vertu est une, et que les formes du vice sont sans nombre, mais qu'il en existe 4 dignes d'être retenues. Que veux-tu dire? Demanda-t-il. Il se pourrait, répondis-je, qu'il y eût autant d'espèces d'âmes qu'il y a d'espèces de constitution politique. Et combien?
5 espèces de constitution et 5 espèces d'âme. Nomme-les. Voici. La constitution que nous avons décrite en est une, bien qu'on la puisse appeler de deux noms. Si en effet, il y a un homme parmi les chefs qui surpasse remarquablement les autres, on la nomme monarchie. S'il y en a plusieurs, aristocratie. C'est exact. Mais je dis qu'il n'y a là qu'une espèce de constitution, car, qu'ils soient plusieurs ou un seul, ils n'ébranleront pas les lois fondamentales de la cité tant qu'ils observeront les principes d'éducation que nous avons décrits. Non, apparemment. Livre 5e. J'appelle donc bonne et droite une pareille constitution, soit dans la cité, soit dans l'homme. Et j'appelle les autres mauvaises et déviées, si celle-là est droite, qu'elles aient pour objet le gouvernement des cités ou l'organisation du caractère chez l'individu. Ces constitutions représentent 4 sortes de vices. Quelles sont-elles? Et moi, j'allais les dénombrer dans l'ordre où elles me paraissaient se former les unes des autres, lorsque Polémarque, qui était assis un peu plus loin, Cadimante, avançant la main, saisit ce dernier à l'épaule par son manteau, le tira à lui et se penchant lui dit à voix basse quelques mots dont nous n'entendîmes que ceci. Le laisserons-nous passer outre ou que ferons-nous? Pas le moins du monde, répondit Adimante, élevant déjà la voix. Qu'est-ce au juste que vous ne voulez pas laisser passer? Toi, dit-il, et pour quelle raison? Il nous semble que tu perds courage, que tu nous dérobes toute une partie et non la moindre du sujet pour n'avoir pas à l'étudier, et que tu t'imagines nous échapper en disant à la légère qu'à l'égard des femmes et des enfants, tout le monde trouverait évident qu'il y eût communauté entre amis. Ne l'ai-je pas dit à bon droit, Adimante? Si, concéda-t-il, mais ce bon droit-là, comme le reste, a besoin d'explication. Quel sera le caractère de cette communauté? Il y en a en effet beaucoup de possibles. N'admettons donc pas de préciser quelle est celle que tu veux dire. Depuis longtemps, nous attendons que tu nous entretiennes de la procréation des enfants. Comment elle se fera et comment après leur naissance ils seront élevés. Et que tu t'expliques sur toute cette communauté des femmes et des enfants dont tu parles, car nous croyons qu'elle entraînera dans la Constitution de grandes différences, ou plutôt une différence totale, suivant qu'elle sera bien ou mal réalisée. Maintenant donc que tu passes à un autre gouvernement sans avoir traité ces questions de façon satisfaisante, nous avons résolu, comme tu viens de l'entendre, de ne pas te laisser aller plus loin avant que tu n'aies, comme le reste, développé tout cela. Considérez-moi, dit Glaucon, comme votant aussi cette résolution. Sois tranquille, intervint Thrasymachie. Rends-moi compte, Socrate, que c'est un parti pris par nous tous. Qu'avez-vous fait, m'écriai-je, en vous emparant de moi? Quelle discussion soulevez-vous de nouveau sur la Constitution, comme si nous en étions encore au principe? Je me félicitais déjà d'en avoir fini avec elle, heureux que l'on voulût bien s'en tenir à ce que j'ai dit tantôt. En rappelant ces questions, vous ne savez pas quel essaim de disputes vous réveillez. Je le vis et l'évitais tout à l'heure, de peur qu'il ne fût cause de grand embarras. Mais quoi, observa Thrasymachie, crois-tu que ces jeunes gens soient venus ici pour fondre de l'or et non pour écouter des discours? Sans doute, répondis-je, pour écouter des discours, mais de longueur mesurée. La mesure de pareils discours, dit Glaucon, est la vie entière pour des hommes sensés. Mais laisse ce qui nous concerne. Pour toi, ne te lasse pas de répondre à nos questions de la manière qui te semblera bonne, de nous dire quelle sorte de communauté s'établira entre nos gardiens pour ce qui est des enfants et des femmes, et quelle première éducation sera donnée à l'enfance pendant cette période intermédiaire qui va de la naissance à l'éducation proprement dite, tâche qui paraît assurément la plus pénible de toutes. Essaie donc de nous montrer comment il faut s'y prendre. C'est ce qui n'est pas facile à faire, heureux homme, dis-je.
Le sujet, en effet, comporte beaucoup plus d'invraisemblances que ceux que nous avons précédemment traités. On ne croira pas notre projet réalisable, et même le supposa-t-on réalisé aussi parfaitement que possible, on douterait encore de sa précédence. Aussi bien éprouvais-je quelque hésitation à l'aborder, mon cher camarade, dans la crainte que ce que j'en dirais ne semble qu'un vain souhait. N'hésite pas, reprit-il, car tu seras écouté par des gens qui ne sont ni sots, ni incrédules, ni malveillants. Et moi, ô excellent ami, demandai-je, est-ce dans l'intention de me rassurer que tu tiens ces propos? Assurément, répondit-il. Eh bien, c'est tout le contraire que tu fais. Si j'étais persuadé de parler en connaissance de cause, ton encouragement me serait utile. Discourir en effet au milieu d'hommes sensés et amis sur des questions de la plus haute importance qui nous tiennent à cœur est chose que l'on peut faire avec sûreté et confiance quand on connaît la vérité. Mais parler, quand on n'est pas persuadé et que l'on cherche comme moi en ce moment, est chose effrayante et dangereuse, non pas parce qu'elle expose au rire, cette considération serait puérile, mais parce qu'en glissant hors de la vérité, on entraîne ses amis dans sa chute, en un cas où il importe au plus haut point de ne pas perdre pied. Je me prosterne donc devant Adrasté, Glaucon, pour ce que je vais dire, car j'estime que celui qui tue quelqu'un involontairement commet un moindre crime que celui qui se rend coupable de tromperie en ce qui concerne les belles, bonnes et justes lois. Encore vaut-il mieux courir ce risque au milieu d'ennemis qu'au milieu d'amis, de sorte que tu m'encourages joliment.